Et de quelle façon nos ancêtres ont-ils développé des cultures comparables aux nôtres? Ont-ils été capables d'innover, d'accumuler des savoirs, de s'entourer de symboles, de diversifier leurs structures sociales et leurs économies pour les adapter à différents environnements? Pendant longtemps, les chercheurs ont été convaincus que nos capacités cognitives seraient apparues soudainement, il y a 50 000 ans. Les peintures et les objets d'art retrouvés dans les grottes européennes et datés de la dernière époque glaciaire semblaient apporter la preuve évidente de ce changement soudain. Au début des années 2000, de nouveaux éléments ont amené les chercheurs à penser autrement. La cognition moderne se serait plutôt développée il y a 200 000 ans, en Afrique, et serait la conséquence directe de l'apparition sur ce continent de notre espèce, l'Homo sapiens. Mais de récentes découvertes remettent en question cette vision. Pour la recherche actuelle, l'émergence de l'humanité moderne en Afrique est un processus étalé sur 300 000 ans. Il serait alors illusoire de chercher un point d'origine unique, puisque ce processus aurait impliqué, à des degrés différents, des populations de toutes les régions d'Afrique et d'ailleurs. Les principaux sites archéologiques africains qui ont livré des traces d'importantes innovations culturelles sont concentrés au sud et au nord, laissant un grand vide sur la majeure partie de ce continent. Sur la côte est, au bord de l'océan Indien, Pangaya Saidi est aujourd'hui un site archéologique clé pour l'étude de cette période, le Middle Stone Age, qui va d'environ 300 000 à 40 000 ans avant le présent. Plusieurs fouilles ont découvert une multitude d'outils en pierre taillée, mais aussi des outils en os, des coquillages ayant servi à confectionner des parures, ainsi que des fragments d'ocre utilisés et gravés, datés entre 75 000 ans et le présent. L'étude de ces objets permet aux chercheurs de comprendre comment les sociétés humaines ont développé des cultures modernes dans cette région du monde. Une des grandes questions qui intéressent les scientifiques et sur laquelle je mène des recherches est à partir de quand et de quelle façon nous avons développé des comportements qui rendent les sociétés humaines différentes à plusieurs égards des sociétés animales. Notre projet peut contribuer à reconstituer des aspects fondamentaux de l'évolution culturelle des populations vivant dans l'est de l'Afrique au cours des derniers 90 000 ans, et en particulier à mieux comprendre leurs pratiques symboliques, où ils cherchaient l'ocre rouge, comment ils l'utilisaient, reconstituer comment ils fabriquaient les parures, comment ces parures ont évolué, sur quel territoire ils se déplaçaient, quel type de relations ils avaient avec les populations limitrophes et en quoi leur culture était différente, par exemple, de celle de l'Afrique du Sud ou de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Érythrée, Somalie. Nous sommes un laboratoire d'archéologues et d'anthropologues et les collègues avec qui nous collaborons à Bordeaux sont plutôt des archéomètres, c'est-à-dire des chercheurs qui appliquent des méthodes d'analyse au matériel archéologique. Une bonne partie d'entre eux sont des physiciens à l'origine et nous venons plutôt des sciences humaines ou des sciences naturelles. Les vestiges archéologiques que j'étudie se trouvent sous la forme d'objets plutôt solides, souvent facettés ou striés avec des marques d'usage. Il s'agit d'oxyde de fer. Mon objectif est celui de reconstituer la chaîne opératoire des activités liées à l'acquisition, la transformation, l'utilisation et l'abandon des matières premières colorantes trouvées dans le site de Pangaya Saidi. Je travaille sur ce matériel depuis 4 ans, pourtant je n'ai jamais eu la possibilité de visiter les sites. Donc ce projet est une bonne opportunité pour enfin connaître les sites et comprendre sa relation avec les paysages. Je suis un spécialiste de la caractérisation des matières premières minérales utilisées durant la préhistoire. Pour la partie analytique qui viendra à la suite de la mission, je travaillerai avec les membres de l'équipe sur les échantillons d'ocre, en particulier sur l'analyse statistique des résultats et leur interprétation. J'aide à l'analyse des objets de parure en coquillage pour comprendre comment les coquillages ont été choisis, aménagés pour en faire des objets de parure et aussi portés. L'Afrique c'est grand, je ne suis jamais allée plus loin que l'Afrique du Nord. Les services de sécurité défense du CNRS autorisent la mission, donc il n'y a pas de danger. Un peu de bon sens lors des missions à l'étranger est toujours nécessaire, que ces missions soient en Afrique ou à Londres.
Recueillir beaucoup de données dans un temps relativement court est toujours un enjeu considérable et même si on essaye de tout préparer à l'avance, il peut y avoir beaucoup de grains de sable qui pourra rayer la machine. Et dans notre cas, par exemple, il y a beaucoup de difficultés à visiter les sources d'encre ou à réunir les collections de coquillages suffisantes pour une comparaison statistiquement valable avec le matériel archéologique, des problèmes techniques avec la voiture, les maladies, les morsures de serpents, les fièvres de tique, la liste est longue des problèmes qu'on peut avoir en Afrique. Alors techniquement, c'est ici que l'on va loger. Toutes les géolocalisations en vert, là, ce sont les sources d'ocre que Africa a prévu d'échantillonner et qui sont toutes localisées plus ou moins autour du site de Pangaya Saidi. Pour l'instant, il y a une très bonne ambiance et l'étude du matériel archéologique qui nous a été confiée ouvre des questions auxquelles seul le travail sur le terrain sera en mesure de répondre. Donc plus on regarde les objets archéologiques et plus on a envie de partir sur le terrain. Fantastic place. Well, this is the place where they have to probably shoot the next Indiana Jones. So this is the altar. Wow. So these guys are coming here to sacrifice. So they need also to, as a sacrifice. So whatever they have carried in those bottles. My name is Samuel Musuko Shoka. This place I'm standing on is called Pangaya Saidi. Pangaya Saidi is a shrine. And Saidi was my grandfather, the father of my dad. He had been using it for prayers the traditional way. He opened this site to the community, so the community was coming to pray. Durant 80 000 ans, les habitants de Pangaya Saidi ont utilisé des pierres riches en oxyde de fer. Plusieurs découvertes dans les différentes couches archéologiques du site témoignent de cette activité. Les fragments d'ocre ont été modifiés par abrasion et piquetage afin de produire des poudres colorantes rouges. Une pièce d'ocre, provenant d'une couche datée à 48 000 ans, est gravée d'un motif schématique. De nombreux objets de parure ont également été trouvés lors des fouilles, en particulier des coquillages marins percés et des perles en œufs d'autruche. Des traces microscopiques d'ocre sur les objets de parure, ici une perle en œuf d'autruche, font penser que ces objets devaient être colorés en rouge. Here we have some other types of crusts, like here, and physoliths, which are things like this. De toute évidence, l'ocre rouge a joué un rôle majeur dans le mode de vie de ces populations. Mais d'où venait-elle ? Était-elle recherchée et collectée par les habitants eux-mêmes ou par échange avec d'autres ? Certaines variétés étaient-elles privilégiées ?
les sources d'approvisionnement, les techniques et les fonctions ont-elles changé au cours du temps? Au moyen de cartes géologiques et de prospection sur le terrain, les chercheurs essayent de localiser les possibles sources d'ocre dans cette région. Les échantillons collectés et les pièces archéologiques feront l'objet d'études géochimiques en laboratoire qui permettront d'identifier les gîtes choisis par les hommes préhistoriques. Des microcristaux de quartz, mais je sais pas, peut-être c'est des micro-paillettes de manganèse. Ah, c'est bon. Les chercheurs explorent en premier lieu le système karstique de Pangaï Saïdi et les affleurements de minerais de fer situés au sommet de la colline qui surplombe le site. La recherche des sources d'ocre se poursuit à quelques kilomètres du site, où plusieurs mines de fer à ciel ouvert sont encore exploitées de nos jours. Oui, on peut le garder. Après, on peut faire une deuxième. Ça, ça ressemble à... Ah ouais. Tu me vois? Ouais. Il y en a un comme ça, sur le site qui est comme ça. En échantillonnant d'autres affleurements, les chercheurs vont créer une collection de références dont l'analyse devrait permettre d'établir si les préhistoriques collectaient l'ocre localement ou se déplaçaient pour avoir accès à des minerais avec des propriétés particulières. My name is Samuel Karume. We are in an area of Mbuzi quarry. This quarry started on year 1993. This mineral, it is good for cement because without this mineral iron ore, nothing can be done in cement. So this is a good item, we say that. The woman. The woman who was screaming iron ore. Yeah. This is my portion of land. I'm mining iron ore. They come here for mining this Maasai. This Maasai hair dressing to become color. Now I've come here. This land I was given by, I inherited from my father. That river mining also, they give us money. Sometimes they lost all the money. We don't get anything. The price also is low. The price is so low. They don't have maybe one wheelbarrow. They make it for 20 shillings. Now corruption is very high. Maybe we don't get money. Pendant près de 40 000 ans, les habitants de Pangaï Saïdi ont fabriqué des parures en utilisant des coquillages marins et des coquilles d'œufs d'autruche. Quelles espèces de coquillages ont-ils préférées? Certaines formes ou tailles de coquillages étaient-elles privilégiées? Ont-ils collecté les coquillages vivants ou bien les ont-ils ramassés morts sur les plages? Comment les ont-ils modifiés et assemblés? Les modes vestimentaires ont-elles changé au cours du temps?
Ces changements témoignent-ils de l'arrivée de nouvelles populations ou reflètent-ils une évolution culturelle graduelle ? L'étude des parures archéologiques en laboratoire a déjà permis de démontrer que différents types de perles en coquilles d'œufs d'autruche, sans doute façonnées par plusieurs artisans, ont été égarées à Pangaea Saïdi. Les chercheurs ont aussi découvert qu'entre 33 000 et 25 000 ans avant le présent, les habitants du site utilisaient des fragments de coquillages ronds perforés naturellement par l'action de la mer. La collecte de coquillages est réalisée sous contrôle des autorités kenyanes sur plusieurs plages et zones rocheuses de la côte proche de Pangaea Saïdi. L'exploration des récifs doit permettre d'inventorier les espèces présentes et de les comparer avec celles découvertes sur les plages et dans le site archéologique. Elle doit, pour ce faire, prendre en compte les changements qu'a subis cet environnement. L'écosystème marin a changé au cours des 80 000 ans d'occupation de Pangaea Saïdi par les préhistoriques. Des modifications importantes se sont aussi produites pendant les 2 dernières décennies à cause du changement climatique et de la surexploitation des ressources marines, qui a conduit, entre autres, les autorités kenyanes à mener une guerre sans quartier à la collecte illégale de coquillages marins par des collectionneurs. Durant ces différentes phases de prospection, une attention particulière est portée à la recherche de perles naturelles issues de l'érosion des coquillages appartenant au genre Conus, utilisées telles quelles par les préhistoriques. Au camp de base, les coquillages sont nettoyés, identifiés, mesurés, puis photographiés. Leur état de conservation et d'usure sont également enregistrés. Les chercheurs mesurent aussi les dimensions des cônes perforés naturellement et le diamètre des perforations. Ces données seront comparées à celles des objets archéologiques. Les coquillages seront ensuite conditionnés pour être expédiés vers le laboratoire en France. Après avoir préparé les échantillons géologiques et malacologiques pour en faciliter le contrôle par les autorités kenyanes, les chercheurs se plongent dans le trafic routier pour se rendre à Mombasa, où ils prennent un avion pour Nairobi.
Arrivés à la capitale, ils se rendent au Musée national du Kenya, où ils essayent, avec quelques difficultés, de rassembler les signatures nécessaires à l'exportation du matériel collecté. Mais la complexité des démarches nécessaires les empêchera d'obtenir toutes les autorisations avant leur départ d'Afrique. Et c'est seulement un mois après que les échantillons arriveront à Bordeaux. Lors de l'arrivée des échantillons à Bordeaux, nous avons réfléchi au sein de l'équipe à la stratégie analytique à mettre en place. Une stratégie analytique, c'est toujours un compromis entre le type d'information que l'on souhaite récupérer, le coût, le temps des analyses, mais également la performance, la disponibilité ou encore le côté non destructif de l'appareil. Le travail sur le terrain nous a permis de localiser 9 des 12 affleurements qu'on avait initialement identifiés sur la carte géologique, mais aussi de collecter à peu près une centaine d'échantillons. De retour à Bordeaux, nous les avons séchés, nous les avons nettoyés et triés de façon à travailler avec un ensemble représentatif de type d'ocre qu'il y a disponible Pangaya Saidi. Et on les a broyés, on les a pulvérisés afin de le pouvoir analyser avec plusieurs techniques. 4 techniques sont privilégiées pour identifier les sources d'ocre utilisées par les préhistoriques. Le choix de ces techniques prend en compte des impératifs de conservation des pièces archéologiques. La spectrométrie de fluorescence des rayons X utilise la propriété de la matière de produire des émissions secondaires quand elle est bombardée par une source de rayons X. Elle permet d'établir la composition élémentaire des ocres archéologiques et celle de la collection de référence. Par exemple, la teneur en fer. La diffraction de rayons X utilise les propriétés spécifiques de la matière cristalline pour identifier et, dans une certaine mesure, quantifier les minéraux qui composent les ocres, en particulier l'hématite. La microspectroscopie Raman exploite la capacité de la matière à diffuser une lumière dont la longueur d'onde est, à cause des vibrations moléculaires, très légèrement différente de celle du laser utilisé pour l'exciter. En examinant le spectre issu de l'analyse, on peut identifier chaque minéral présent dans l'ocre. En analysant les ocres avec un microscope électronique à balayage, couplé avec un spectromètre de rayons X à dispersion d'énergie, les chercheurs peuvent à la fois différencier les ocres par leur structure et identifier à fort grossissement la composition élémentaire des particules qui les constituent. La spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif permet de détecter dans les ocres des éléments à des concentrations très faibles, dont la présence peut, dans certains cas, constituer la véritable signature d'un affleurement et identifier ainsi, avec certitude, la source d'ocre exploitée par les préhistoriques. La comparaison des données fournies par ces techniques, une approche qui n'a été que rarement appliquée en Afrique, à la fois sur les échantillons géologiques, mais aussi sur les échantillons archéologiques, devrait nous permettre d'identifier les sources, de comprendre les propriétés qui recherchaient les préhistoriques lors du ramassage des ocres et aussi de déterminer s'il y a eu un changement de comportement au cours du temps. Notre collection malacologique de référence compte maintenant 1727 spécimens que nous avons collectés dans les 5 sites côtiers que nous avions préalablement sélectionnés pour l'opération de terrain. Et maintenant, nous avons identifié dans l'ensemble du matériel 97 espèces de coquillages différentes. Alors, l'étude de tout ce matériel a commencé et donne des résultats très intéressants. Les préhistoriques ont sélectionné les coquillages les plus petits qui étaient disponibles dans leur environnement sur la plage afin de les utiliser comme des perles. Une analyse en composantes principales, qui prend en compte l'ensemble des variables enregistrées sur les coquillages et les perforations, précise ce résultat en indiquant que la dimension des perforations était aussi un critère de sélection.
La routine de l'analyse et de la publication des résultats est brusquement interrompue par un email des collègues allemands qui ont fouillé Pangaya Saidi. Ils informent les chercheurs bordelais qu'une découverte majeure et totalement inattendue vient de se produire. Prélevé à la fouille à l'aide de bandes de plâtre, un ensemble de petits ossements fragiles s'est révélé être, en laboratoire, le squelette d'un enfant de 3 ans et demi. La datation des couches archéologiques ne laisse pas de doute possible. L'enfant est vieux de presque 80 000 ans et pourrait représenter le plus ancien homme moderne africain inhumé dans une fosse. Une dépression et un changement de couleur du sédiment a bien été observé à la fouille, mais il ne suffit pas à démontrer un enterrement volontaire. De plus, des fragments de coquillage et des possibles fragments d'ocre ont été découverts à proximité du squelette. Le corps de l'enfant était-il couvert d'ocre? Des coquillages ont-ils été déposés avec le cadavre? L'équipe bordelaise se rend à Burgos pour examiner les restes avec les archéologues allemands responsables de la fouille et les paléoanthropologues espagnols qui sont en train de restaurer et d'étudier les restes de l'enfant. Ils effectuent des prélèvements à étudier à Bordeaux et discutent de la meilleure stratégie pour publier cette découverte majeure. And this is this. Okay? This is the foramen magnum, but what you're seeing inside are the vertebra, the cervical vertebra that are here. The shells were here. And we have this little thing, you see here? This is shell too. I see, yeah. There's a shell there. This little thing, this little fragment. Les fragments de coquillage découverts dans la fosse ne semblent pas pouvoir être interprétés comme des offrandes ou des objets de parure. Il s'agit des fragments d'un grand gastéropode terrestre consommé par les préhistoriques et présent dans l'ensemble des couches archéologiques du site. Les fragments découverts dans la fosse sont cependant beaucoup moins fragmentés que ceux découverts dans les couches d'habitat, et ça c'est un indice supplémentaire du fait que la fosse a permis la conservation des restes de l'enfant. L'analyse des particules rouges attachées à l'enfant, qui a été effectuée en collaboration avec les collègues de Burgos, conclut aussi pour une origine naturelle de ces dernières. Alors, leur petite taille, leur forme arrondie, leur répartition hétérogène dans l'argile, mais aussi la nature polymétallique des grains, suggèrent que ces particules rougeâtres étaient déjà dans les sols dans lesquels le corps était déposé. Nos résultats sur les ocres, les objets de parure et la sépulture de l'enfant montrent que Pangaya Saidi est un site archéologique clé pour comprendre l'origine de notre espèce. Le fait que certaines innovations ne se rencontrent que dans ce site et que dans d'autres sont partagées avec des sites d'Afrique australe comme Border Cave, aussi Boudou, évoque à la fois l'existence de trajectoires régionales distinctes et la création d'échanges culturels à longue distance. C'est de cette évolution biologique et culturelle en mosaïque qu'émergera notre espèce et les traits cognitifs qui la caractérisent.